Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Bonsoir à tous. Avant de retrouver le rugby à partir de 19h30, on va parler football dans les vraies voix du sport comme tous les vendredis. Et avec nous, on est simplement homonyme, on n'a aucun lien de parenté. Fabrice David, oui. A priori, oui. Fabrice David, journaliste sportif en général et football en particulier. Oui. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Et on va parler, alors on va faire un panorama large, on va parler du bilan de l'équipe de France avant le début de la Coupe du Monde. Rappelons que c'est dans 1 mois et demi et qu'il y a quand même pas mal d'inquiétudes. Et on fera bien évidemment le point sur la journée de Ligue 1 qui démarre dès ce soir avec un certain Angers-Marseille. On va commencer par les Bleus. Quel bilan pour les Bleus dans cette Ligue des Nations? Des Bleus champions du monde qui sauvent leur peau uniquement grâce à la victoire des Croates en Autriche. Sinon, on descendait dans le groupe B, on trouvait les Anglais vice-champions d'Europe. C'est la face sombre du titre de champion du monde. Champion du monde, ça a conféré un statut à beaucoup de joueurs. Et j'ai le sentiment que le sélectionneur n'a pas forcément toujours osé intégrer du 109 parce qu'il y avait ces statuts. Même si les joueurs étaient pas très bons, je pense malheureusement à Benjamin Pavard. Et donc le 109 a été intégré de façon homéopathique. Et on a vu sur ces derniers matchs que ce 109 n'est pas à la hauteur. Je pense à Upamecano, je pense à Saliba, je pense à Ben Yedder un peu plus tôt, je pense à Moussa Diaby avant l'été, je pense à tous ces joueurs. Ce sang frais, qui ne l'est pas, et qui en tout cas n'arrive pas à être à la hauteur. Et donc c'est un peu le revers de la médaille d'un titre de champion du monde qui a conféré des statuts difficiles à bouger. Est-ce que la France a bien digéré son titre de champion du monde? Alors, il y a eu un Euro différent, décalé d'1 an pour les causes de Covid, où on n'a pas été particulièrement brillant. On passe avec une victoire contre l'Allemagne. Bon, c'est toujours bon de battre l'Allemagne chez elle. Et 2 matchs nuls et on se fait sortir au tir au but par la Suisse alors qu'on mène 3-1. On fait une Ligue des Nations qu'on gagne un peu miraculeusement l'année dernière en battant l'Espagne et la Belgique et l'Espagne en demi-finale et en finale. Mais on était à chaque fois grandement secoué par ces équipes. Est-ce qu'on l'a digéré, ce titre de champion du monde? Je sais pas, mais en tout cas, on n'a pas progressé depuis. On n'a pas progressé depuis et on aurait dû progresser depuis en intégrant ces fameux nouveaux qui auraient dû être à la hauteur. Est-ce que c'est parce qu'ils sont rentrés sur la pointe des pieds dans un effectif de champion du monde ou est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas rentrés suffisamment souvent? Il y a certainement un peu des deux. Mais être champion du monde, c'est le top, mais ça n'empêche pas qu'il faut un peu progresser quand même et progresser avec des nouveaux. Et là, il n'y a aucun, entre guillemets, nouveau. Peut-être Jonathan Klaus, sur lequel je me dis, on peut y aller. On pourra compter sur lui. On peut aller à la guerre. Alors, que dire de la performance contre le Danemark? Pourquoi le Danemark? Parce que ce sera notre 2e match à la Coupe du Monde. On peut pas dire... C'est surprenant ça d'ailleurs, d'affronter en amical, en préparation, un adversaire du premier tour de mémoire. C'était jamais arrivé. Je crois pas. J'ai pas l'impression. C'est un drôle. C'est pas de l'amical, c'est la Ligue des Nations, mais ça a remplacé les matchs amicaux. Oui. Mais c'est inquiétant là, parce que on n'a vraiment pas été très bon au Danemark. On les joue dans le 2e match, donc on a un peu, on va dire, la grosse pression quand on va jouer l'Australie. On n'a pas les moyens de faire autre chose qu'une victoire face aux Australiens. Ah bah oui. Mais rappelez-vous le premier tour 2018. Quelle peine contre l'Australien, un match à midi. C'était un truc improbable. Quelle difficulté contre le Danemark 0-0 et contre le Pérou. Mais avec l'équipe B. Un vieux but pourri contre le Pérou 1-0 de mémoire. Oui, but de Mbappé, son premier en Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a 2 compétitions qui commencent en novembre. Le premier tour et les matchs décisifs. Et la Coupe du Monde, elle ne commence que le jour de la Coupe du Monde. C'est ce qu'on va se dire. Quelle équipe était le plus encensé avant la Coupe du Monde 2002. La France et l'Argentine. Tout le monde disait c'était la finale et aucune des deux n'a passé le premier tour. Ça rappelle des souvenirs douloureux. De Paris, depuis que la Grèce a remporté un championnat d'Europe, c'était en 2004. Moi, je n'anticipe plus, je ne parie plus, je ne prévois plus. On verra bien. Alors, quels sont les succès et les échecs? Jonathan Klaus, quand on voit par exemple la performance d'un Eduardo Camavinga qui a perdu mais énormément de ballons contre le Danemark, il a eu un taux de déchets absolument énorme. Est-ce que par exemple Camavinga a perdu sa chance d'aller au Qatar, sauf si jamais les blessures continuent à s'amoncer, que Pogba puisse pas y aller, que Kanté puisse, qu'on a encore la même hécatombe notamment au milieu de terrain? Moi, je pense qu'il faut qu'il y aille parce que c'est ce fameux sang frais, parce qu'il est joueur du Real Madrid et parce que Pogba ira pas quand même, ça me paraît clair. Pogba, il n'est pas sûr d'être établi. Non, mais c'est pas que physiquement. Oui, puis il y a aussi tous les problèmes de maraboutage, etc. Ça, c'est vrai, son frère qui est incarcéré.
Il y a Un autre joueur de 19 ans qui est sur le banc, il fera pas de. Vous voyez ce que je veux dire? Il mettra pas de pression pour être sur le terrain. Voilà, et il foutra pas une mauvaise ambiance dans le vestiaire, et voilà. Alors, il y a un autre cas dont on parle beaucoup. Il est aujourd'hui le 2e meilleur buteur en équipe de France à 2 unités d'un certain Thierry Henry. 49 buts contre 51. C'est Olivier Giroud, très bon contre l'Autriche avec un but, une passe semi-décisive, parce que vu le travail que fait Mbappé derrière, on l'a mis passe décisive, mais c'est quand même Mbappé qui fait 90% du boulot. Giroud, on l'amène ou on l'amène pas? Vous savez ce qui me surprend chez Giroud? C'est qu'il n'ait pas été convoqué en juin. Je vois pas on est entièrement d'accord. Comment on peut se passer d'un joueur qui est unique dans son profil, qui déménage dans les surfaces et qui aurait autour de lui des artistes comme Mbappé et Karim Benzema qui aiment faire jouer leurs partenaires. Comment on peut se passer d'un Olivier? Enfin, je comprends pas. Je comprends pas qu'il n'ait pas été convoqué en juin. Et pour moi, il est champion d'Italie. Enfin, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 36 ans aujourd'hui. On lui souhaite bon anniversaire. Voilà, il m'a appelé. Il m'a dit t'aurais pu me. Non, je plaisante. Non, mais comment on peut pas? J'étais surpris qu'il soit pas là en juin. Pour moi, un joueur qui a un profil unique et performant en équipe de France, en club, ça me paraît évident. Ou alors vous me le remplacez par qui? Vraie question. Bon, bah voilà. Mais quand on a entendu Didier Deschamps après le match contre l'Autriche où il avait été excellent, il n'a pas dit alors il pouvait pas donner sa liste non plus à 2 mois du début de la compétition, 2 mois et demi au bord d'un terrain. Il dit jamais il livre jamais rien, donc on saura pas, on peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir dit, il livre jamais rien. Mais Karim Benzema, c'est un profil qui peut tourner autour, Mbappé aussi. Giroud, il est très ami avec Didier Deschamps. Je pense que s'il joue pas, il fera pas de scandale comme à l'autre dernier Euro. Comment on peut se passer de ce gars-là? Alors, quand on regarde les conséquences de cette défaite au Danemark, il y a une conséquence qui est passée quasi inaperçue, mais on verra vraiment les choses dans 10 jours, c'est le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro, et la France ne sera pas elle sera pas dans le chapeau 1, elle sera seulement dans le chapeau 2. C'est pas un peu déclassifiant pour un champion du monde encore en titre? Alors, ce qui me gêne, moi, c'est que le tirage au sort soit avant la Coupe du Monde. Voilà, c'est surtout ça qui me gêne. C'est pas faux. Voilà. On fait une compétition, on passe à autre chose. Mais les joueurs qui vont partir à la Coupe du Monde, alors ça va pas être leur sujet de conversation numéro 1, bien sûr, mais qui vont dire tiens, pour l'Euro, on est dans le groupe de machin. Non, t'es sûr ta Coupe du Monde, tu penses. Voilà. Je comprends même pas que ce tirage au sort soit avant la Coupe du Monde. J'aimerais bien qu'il se consacre à 100% et pas que à 98% à la Coupe du Monde. Je vais vous faire une confidence. On est quelques fans de foot à Sud Radio qui sont au micro ou pas. L'autre jour, j'en discutais avec notre directeur d'antenne, Frédéric Jouve, qui adore le foot. Et on a été plusieurs à en discuter. On se disait, il y a 10 équipes qui peuvent gagner la Coupe du Monde cette année. On s'est fait grosso modo, c'est pas une shortlist à 10, hein. Ça fait beaucoup. Il y a l'Angleterre, il y a les Pays-Bas, il y a la Belgique, il y a le Danemark, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, il y a la France, il y a le Brésil, il y a l'Argentine. Vous êtes d'accord pour voir un choix aussi large pour gagner la Coupe du Monde? Il n'y a pas 2 ou 3 super favoris? Il y a déjà eu récemment? En 2018, non. Bon. En 2014, il y avait l'Allemagne quand même. L'Allemagne était un peu au-dessus. Les Brésiliens se sont rendus compte en demi-finale. En 2010, il y avait l'Espagne qui était hyper favorite. Oui, exact. En 2006, il y avait le Brésil qui était hyper favori et qui s'est planté. Alors effectivement, il n'y a pas de hyper favori. Oui. Il n'y a pas d'hyper favori cette année, comme en 2018. On peut sortir du chapeau, une équipe, même inattendue, peut sortir du chapeau. Enfin, quand je dis inattendue, une bonne équipe comme la Belgique pourrait par exemple gagner la Coupe du Monde. Mais on n'est pas sur une Coupe du Monde où on peut se dire « Ah là là, tel joueur sort d'une super saison », parce qu'on est en plein milieu de nulle part. Oui. Donc voilà, autant les Coupes du Monde précédentes, on pouvait dire oh, « Neymar, il nous fait une saison de ouf, Messi nous fait une saison de ouf, je sais pas, Gérard Piqué, je ne sais qui. Oui. » Bon, là, on est sur « Ah ben, il y a eu 10 matchs, qui est en forme, qui n'est pas en forme, il y a eu quelques matchs qui peuvent nous donner des indications ». Mais qui finalement en donne pas, parce que cette Ligue des Nations, est-ce que les joueurs veulent la jouer? Entre la Ligue des Champions, la Coupe du Monde qui arrive, et cette espèce de truc qui est un faux euro, est-ce que on peut pas reprocher aux joueurs de très très haut niveau qui jouent tout le temps et qui vont faire 70 matchs cette saison, de dire la Ligue des Nations... Je vais lever un peu le pied. Ok, quoi, merci. Hein. C'est vrai. On va passer à la dernière question sur les Bleus. Ils iront jusqu'où en Coupe du Monde? Bah demi. Demi, pas plus? Au moins demi. Au moins demi. Oui, oui. On croise les doigts, on touche du bois, mais on aimerait... mais il y a 2 Coupes du Monde. Il y a ce premier tour qui est quand même facile avec l'Australie... La Tunisie et le Danemark. Oui, voilà.
Et après, bon, au moins les demi-finales, on croise les doigts pour que ça aille plus loin. On va parler de la 9e journée de Ligue 1 qui commence ce week-end. Ça commence ce soir avec un Angers-OM. L'OM qui a été distancé par le PSG parce que le PSG a gagné et Marseille a fait un nul. Défaite interdite pour l'OM pour ne pas être distancé par les Parisiens. Défaite interdite, l'OM, pour moi... surperforme depuis le début. C'est une équipe qui est toujours à la rupture, c'est une équipe qui gagne au courage, c'est une équipe qui est dans l'ultra dynamisme et dans le déséquilibre. Et elle a surperformé. Je me souviens d'un match où elle gagne grâce à un but contre son camp. Je ne sais plus si c'était Brest ou je ne sais quoi. Enfin, j'ai l'impression que cette équipe est un peu au-dessus de là où elle devrait être. Et ils ont perdu 0 match. 6 victoires, 2 nuls, 0 défaite en 8 journées. Alors, oui, mais il y en a un qui gagne grâce à un but contre son camp. Oui, enfin, bon, absolument. Tout ça pour dire que je trouve qu'ils surperforment. Et s'ils perdent, mais ils reviendront peut-être à ce qui devrait être leur niveau parce que entre cet effectif qui a été complètement chamboulé, ce nouvel entraîneur, la Ligue des Champions qui leur pompe de l'énergie, certains joueurs qui n'ont quand même pas le niveau du haut de tableau, je pense à Balerdi, à Pape Gay. Donc cette équipe surperforme. Si elle perd, je considère que c'est pas hyper surprenant. Justement, ils surperforment en Ligue 1. 0 défaite. Par contre, ils sous-performent en Ligue des Champions. Et ils ont un match contre le Sporting du Portugal à Marseille mardi prochain. Est-ce qu'ils vont revivre le cauchemar d'il y a quelques saisons ? 6 matchs, 6 défaites en phase de poule. Parce que le Sporting, il est allé mettre une rouste 3-0 à l'Eintracht à Francfort. Et ils ont gagné également leur 2e match. Donc, ils sont en pleine forme. Ben oui. Comment expliquer cette sous-performance en Ligue des Champions ? Parce qu'ils ont en plus le groupe le plus facile. Mais parce que ils ont pas... chapeau 1, ils prennent l'Eintracht. L'Eintracht, même s'ils ont gagné la Ligue Europa, c'est pas le Real, c'est pas le Barça, c'est pas le Bayern. Non, mais l'Eintracht Francfort, c'est un collectif qui reste sur des bases de la saison dernière. L'OM, c'est un collectif qui s'est créé un peu dans la douleur quand on voit les tensions avec l'entraîneur et avec plein de nouveaux joueurs en début de saison. Donc c'est un collectif à affiner, et un collectif à affiner en Ligue des Champions, ça passe pas. Voilà. Le leader qui va jouer également en Ligue des Champions, on en parlera après, le PSG reçoit Nice. Match formalité à 4 jours, ce sera samedi, donc à 4 jours de recevoir d'aller à Benfica, donc à Lisbonne. Ce début de saison en Ligue 1 est extrêmement triste et décevant, parce qu'il y a 6 ou 7 équipes qui devraient être là et qui n'y sont pas. Je pense à Nice, je pense à Monaco qui est très irrégulier, je pense à Strasbourg et Rennes qui nous ont fait plaisir la saison dernière. Je pense à Lyon qui n'a même pas de Coupe d'Europe. Oui. C'est très triste ce début de saison et le PSG même sans bien jouer, puisque depuis le 0-7 à Lille, c'est plus très excitant le PSG. Le PSG... On a l'impression qu'en Ligue 1, ils jouent les matchs pour se dire bon, on gagne, ils ont 7 victoires, 1 nul. Oui, mais c'est pas la faute du PSG, c'est la faute de Nice, c'est la faute de Lyon, c'est la faute de Monaco, c'est la faute de Strasbourg. Alors, est-ce qu'ils sont Strasbourg ? C'est complètement fou. Ils ont fait une super saison l'année dernière. Et là, il y a 2 équipes qui m'excitent en ce début de saison, avant que ça parte un mois et demi de trêve. Il y a le Lens, parce que j'ai envie de voir la Ligue des Champions revenir à Bollard. Et puis cette équipe de Lorient qui est entraînée par 3e et 4e. Entraînée par ce garçon dont on dit que c'est la nouvelle vague des entraîneurs 2.0. C'est un gars qui a une vision transversale de l'entraînement, la préparation physique, la diététique, la tactique. Et on l'a annoncé avant, on a dit que c'était un entraîneur pas comme les autres. On voit le résultat. Donc, mais ça fait pas beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'exciter en Ligue 1 quand même. Déplacement difficile à Benfica en Ligue des Champions pour le PSG. Ils sont allés gagner à la Juventus quand même. Mais ça dépend pas de Benfica, ça dépend que du PSG. Oui, s'ils jouent à 100%. Est-ce qu'ils n'ont pas envie ? Est-ce qu'ils ont envie de surprendre ? Est-ce qu'ils ont envie de se reposer sur leur laurier s'ils ont fait 5 bonnes minutes ? Ou est-ce qu'ils ont envie de faire un match plein ? Ça dépend jamais de l'adversaire avec le PSG, ça dépend que du PSG, des amitiés, des inimitiés, de je boude, des caprices de stars. Des caprices de stars, de je fais 5 bonnes minutes et je m'arrête. Enfin, pour moi, un match du PSG ne dépend jamais de l'adversaire. Ce qui est amusant, on termine, il nous reste 1 minute. Il y a les mêmes matchs en top 14 et en Ligue 1. Toulouse-Montpellier au foot, Montpellier-Toulouse au rugby. C'est quand même marrant cette conjonction. Toulouse qui a perdu pas mal de points bêtement à domicile en fin de match. Montpellier qui est en milieu de tableau, un des derbys du Sud, parce que Bordeaux maintenant est en Ligue 1, est en Ligue 2, pardon. Ça peut faire un bon match. Je les voyais mieux parce qu'ils sont allés chercher 3-4 très bons joueurs de Saint-Etienne, qui étaient revanchards après une saison catastrophique l'année dernière. Ça rend pas tant que ça. Ça rend pas tant que ça. Et allez, dernier point, les pronostics pour la Ligue des Champions. Marseille Sporting.
Oh là là, s'il y a un partout, c'est déjà pas mal. Oui, et Benfica PSG 1-2. 1-2. Bon, bah écoutez, ça fera 3 points pour les Parisiens, c'est parfait. Je rappelle que vous pouvez suivre tous les matchs sur Free Ligue 1. Et on espère juste l'application Free Ligue 1, pardon, et on espère justement que la Ligue 1 va reprendre un peu plus de peps, parce que si le PSG gagne encore et continue à faire le trou, le champion sera connu d'ici 15 jours. Sur Tout de Free suite. Ligue 1, donc. Oui, sur Free Ligue 1, tout de suite. Donc avec Free, c'est du tout cuit. Tout de suite, conseil de famille, Stéphane Moller et l'équipe du rugby après.